la Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre d'un nouveau cycle consacré à la place des femmes dans l'histoire de la psychanalyse en France, la psychologue et psychanalyste Eva-Marie Golder et l'historien Yann Potin évoquent Françoise Dolto, figure incontournable de la psychanalyse des années 1960 et 1970. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la Bibliothèque nationale de France pour la 3e soirée du cycle de conférences consacrées aux figures féminines de la psychanalyse en France. Alors le parcours que nous avons commencé en janvier s'est arrêté la dernière fois au seuil de la Deuxième Guerre mondiale avec l'évocation de la figure de Marie Bonaparte et des premières investigations psychanalytiques françaises. Comme dans bien d'autres domaines, la guerre et l'occupation ont constitué rétrospectivement une vraie césure dans l'histoire de la psychanalyse en France. Et les reconfigurations d'après-guerre, celles des années 50 et 60, sont plus qu'un simple changement de décor. C'est le moment où le freudisme en France connaît son plus énergique développement, où l'audience de la psychanalyse se fait plus forte, aussi bien du côté des médecins et des intellectuels que de l'opinion publique. C'est le temps où la psychanalyse entre en dialogue et en résonance avec d'autres champs du savoir, la linguistique, l'anthropologie, la philosophie, etc. Au sein des institutions psychanalytiques, ce succès, cet essor, se traduisent de façon classique, en fait, par les scissions de 1953 et de 1964, qui voient naître avec Lacan, à côté de l'ancienne Société psychanalytique de Paris, 2 associations concurrentes, dont l'École freudienne de Paris. Françoise Dolto, dont il va être question ce soir, est une figure incontournable de cette histoire, non seulement parce qu'elle conduit, avec Lacan, Lagache et Favé-Boutonnier, la scission de 1953, et qu'elle soutient Lacan en 1964, non seulement aussi parce qu'elle participe aux différents congrès, dont celui de 1960 à Amsterdam sur la sexualité féminine, mais aussi parce qu'elle inaugure en France une nouvelle méthode de psychanalyse des enfants, à laquelle elle forme des générations de thérapeutes au sein de sa consultation à l'hôpital Trousseau, ouverte dès 1940. Pourtant, Dolto est surtout connue du grand public pour autre chose que sa participation aux formulations structuralistes de la théorie freudienne, ou pour autre chose que son génie clinique sur lequel les témoignages abondent. Elle est celle qui a fait entrer la psychanalyse dans les foyers, qui a donné à la psychanalyse en France une audience incomparable et non toujours bien identifiée, grâce à l'extraordinaire médiatisation dont ont bénéficié, dans la dernière partie de sa vie, sa personne, son œuvre et ses projets comme la Maison Verte. Françoise Dolto est devenue à la fois une icône, celle de la grand-mère au service de la cause des enfants, mais elle est aussi, d'une certaine façon, une des figures les plus importantes de la mémoire nationale de la psychanalyse. Par exemple, je n'ai relevé que 5 odonymes portant le nom de Lacan, dont une rue tout près d'ici. Les rites Dolto, elles, dans toutes les villes de France, sont innombrables. Françoise Dolto a ainsi été davantage qu'une psychanalyse, aussi brillante et charismatique fut-elle. Elle est aussi, d'une certaine façon, un symbole français. Et pour évoquer cette figure particulière de la psychanalyse en France, la Bibliothèque nationale de France a l'honneur d'accueillir 2 invités venus d'horizons différents, qui chacun à leur manière, ont connu Dolto. L'une, la psychanalyste Eva-Marie Golder, lors de son séminaire de la rue Saint-Jacques, et l'autre, l'historien Yann Potin, par l'intermédiaire des archives de Françoise Dolto déposées aux Archives nationales. Je précise qu'il ne s'agira pas ici d'une conférence à 2 voix, mais de 2 témoignages successifs sur des matériaux distincts qui ne manqueront pas de se faire écho. Yann Potin, vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Nord et chargé d'études documentaires aux Archives nationales. Vous avez accueilli le dépôt des archives de Françoise Dolto, qui a donné lieu à la publication d'un ouvrage collectif sous votre direction, Françoise Dolto, Archives de l'intime, chez Gallimard en 2008. Et c'est à ce titre que vous allez parler ce soir et présenter Françoise Dolto au travail, une archivie de l'autre et de soi. Je commence. Alors, merci beaucoup, Jérémy, pour votre invitation et cette présentation. Je tiens aussi à saluer la présence de la famille Dolto, en l'occurrence Catherine et Grégoire, et aussi les éditrices et éditeurs de Françoise Dolto, Colline Faure-Poiré et Aude Sirier, qui pilotent un ouvrage que vous aurez le plaisir de découvrir, je l'espère, l'année prochaine, c'est-à-dire un compendium des œuvres de Françoise Dolto dans la collection Quarto, toujours chez Gallimard. Alors, nous sommes donc avec Eva-Marie Golder répartis les tâches. On va commencer donc par le témoignage indirect pour faire rebond à ce que disait il y a un instant Jérémy, puisqu'en effet, je me suis trouvé personnellement, grâce à Colline Faure-Poiré, en position de
prendre en charge une partie du transfert des archives de Françoise Dolto, transfert qui en fait doit être décliné au pluriel, puisque ces transferts qui ont fini donc pour l'instant par aboutir aux archives nationales, j'y reviendrai, depuis en fait 2015, ont commencé sans doute non seulement à partir du jour de son décès, mais même bien avant, et c'est pour cela que je reviendrai beaucoup sur cette image du transfert matériel, en essayant de la creuser aussi par rapport évidemment au transfert intransitif, dont vous avez ici une forme de parallèle évident en quelque sorte entre le divan et les dossiers de patients qui sont donc, ou tels qu'ils étaient, ou du moins non pas conservés, puisque là c'est une mise en scène dans le livre Archives de l'intime qui date de 2008. Alors afin de vous présenter un peu et de vous remémorer qui est Françoise Dolto, née Marette le 6 novembre 1908 et décédée le 25 août 1988, je suis en charge tout d'abord de vous redonner quelques éléments biographiques, quelques repères. Je ne vais pas vous raconter la vie de Françoise Dolto, d'autant que la meilleure façon pour l'instant reste encore de se référer à ses propres textes autobiographiques, à savoir Enfance et un texte posthume publié en 1989, Autoportrait d'une psychanalyste. C'est d'ailleurs très délicat et parfois très délicat d'écrire une biographie quand il existe des témoignages autobiographiques, comment parler par-dessus, à travers, sans forcément, évidemment, décaler. Et de ce point de vue-là, la vie de Françoise Dolto s'exprime aussi à travers un parcours d'archives. C'est ce que je vais aussi vous proposer dans un deuxième temps. Juste quelques points de repère, peut-être pour commencer cette intervention à deux voix. En effet, tout d'abord, Françoise Dolto, vous le savez, a décrit, on le sait souvent en général, son parcours comme celui d'une émancipation, au sens forme du terme, et multiple. Elle est née un an avant Simone de Beauvoir, mais ce n'est pas du tout le même type d'émancipation. C'est une émancipation, si j'ose dire, intérieure, qui est passée par de gros traumatismes, y compris au sein d'une fratrie à la fois bourgeoise et névrotique, ce qui peut s'allier facilement, et d'une très vaste fratrie, dont elle n'était finalement qu'un élément et finalement marginalisé par le décès de sa sœur aînée Jacqueline en 1920, ce qui a créé un rapport avec sa mère assez compliqué, mais plutôt salutaire avec son père, qui était ingénieur et qui l'a, si j'ose dire, non pas guidé vers l'analyse, mais qui en tout cas ne l'a pas interdit. Par ailleurs, il y a eu cette vocation qui est très célèbre dans les textes biographiques et autobiographiques de médecins d'éducation, qui est évidemment une sorte de paradoxe pédiatrique, et en même temps qui est la traduction au fond quasiment de pédiatrie en grec. Après tout, c'est la maladie non pas des enfants, mais de ceux qu'on éduque, au sens où la paideia, c'est quand même d'abord l'éducation et pas les infants. Donc cette vocation de médecin d'éducation, elle a mis du temps évidemment à se libérer de la tutelle maternelle. On peut dire qu'en gros, à 26 ans, c'est-à-dire donc vers 1933-34, elle connaît une grande crise qui l'amène sur le divan de René Laforgue, qui, comme vous le savez, est un des premiers praticiens en France et à Paris à la fin des années 20, au début des années 30, où elle va d'abord se faire une sociabilité dans ce monde de patients de Laforgue, et puis véritablement connaître une révolution intérieure qui va la conduire à non seulement bien entendu poursuivre ses études de médecine, mais à soutenir une thèse tout juste, si j'ose dire, juste avant la défaite, puisque c'est en 1939 que sa thèse s'achève. Et à partir de là, elle se met immédiatement à exercer. Je ne rentre pas dans les détails, mais on peut dire que, et notamment très vite à Trousseau, à l'hôpital Trousseau, pardon, et donc pendant, on va dire, plus de 3 décennies, elle exerce continuellement dans différents établissements dédiés aux enfants, et
elle va progressivement devenir cette clinicienne hors pair qui fait d'elle une sorte de magicienne des mots, surtout de grande expérimentatrice de méthodes, de transfert, justement, et d'expression des paroles de l'enfant, et y compris de l'enfant qui ne parle pas, puisque c'est après tout la définition de l'enfant. Ce qui est parfois plus difficile à comprendre, c'est le rapport de Françoise Dolto après son mariage avec Boris Dolto, puisqu'elle s'appelait Françoise Marette. Le mariage est un événement très important, finalement il vient après sa consécration comme docteur, ce en quoi elle affirme son autonomie, puisqu'elle n'a pas pris le risque, si j'ose dire, d'entraver ses études par une conjugalité ou une maternité évidemment nécessairement prenante, mais elle a eu donc 3 enfants dans cette issue, qui ont été aussi certainement des éléments extrêmement formateurs pour elle d'avoir des enfants, c'est absolument évident, j'essaierai d'en donner une image tout à l'heure, c'est peut-être même sa principale formation, au fond, complémentaire, et donc on sait qu'elle s'est exercée ensuite de 1000 façons. Mais la chose qui est souvent la plus difficile à exprimer, c'est le rapport de Françoise Dolto, je le disais, donc au texte ou à la publication. Et là, il y a évidemment, si j'ose dire, un double malentendu à ne pas commettre, c'est-à-dire au fond, qu'est-ce que écrire quand on est analyste et praticien? Alors évidemment, comme la France a une tradition philosophique qui vient manger la pratique psychanalytique, eh bien évidemment, beaucoup de psychanalystes ont prétendu devenir, si j'ose dire, des auteurs de textes, des auteurs tout court. Et on le sait, c'est un moment très particulier, en quelque sorte, entre les années 50 et 70, qui ensuite évidemment se poursuit, mais qui quand même n'a pas la même vigueur éditoriale. Évidemment, par rapport à ça, Françoise Marette Dolto était à la fois en deçà et au-delà, et si j'ose dire, elle s'est fait rattraper par cette politique éditoriale de la psychanalyse, notamment par François Wahl, l'éditeur de Jacques Lacan, qui lui-même a accouché de Lacan. Tout le monde sait que les écrits de Lacan ne sont pas nés exactement d'une inspiration tout à fait littéraire, mais d'une compilation de textes, et pour ainsi dire, d'un immense travail éditorial de François Wahl, alors évidemment, quand je dis ça, je pense que je dois dire une hérésie, mais c'est pas grave, j'assume tout à fait l'hérésie et le bûcher, il n'y a pas de problème. Donc effectivement, sur la base de ces compilations éditoriales, Françoise Dolto a d'abord réédité sa thèse, et puis a, elle aussi, composé des recueils, très célèbres pour certains d'entre eux, comme évidemment l'image inconsciente du corps ou Au jeu du désir, et puis a publié ce qui est sans doute son véritable œuvre principale, Le Cas Dominique, en 1971-72, dans le champ freudien, justement, au Seuil, et qui est, bien entendu, extrêmement original, puisqu'il s'agit d'une sorte de cas transfiguré, ce qui a évidemment posé beaucoup de questions et de débats et de polémiques. Mais ça, c'est la première partie de l'œuvre, et j'en termine par là cette présentation déjà biographique, déjà un peu longue, puisque là, au fond, la véritable œuvre, non pas la véritable œuvre de François Dolto, mais celle pour laquelle le grand public la connaît, c'est plutôt une œuvre effectivement de transmission, de transfert là encore, mais au sens médiatique, puisque justement cette vocation de médecin d'éducation, elle l'a toujours pensée comme devant être partagée dans la cité, une psychanalyse dans la cité, que ce soit bien entendu par des expériences radiophoniques au départ anonymes, tant qu'elle exerçait encore la psychanalyse, puis à partir de 1976, sur les ondes de la radio nationale, avec l'émission Lorsque l'enfant paraît, qui a donné lieu, au fond, à tout un certain nombre de publications. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, elle devient, donc très tardivement, vous voyez, à l'âge quand même déjà bien révolu de près de plus de 70 ans, une figure nationale, en effet, et cette figure peut-être a recouvert toute la complexité du parcours antérieur et surtout la sédimentation de ce que je voulais, de ce qu'on peut saisir au fond à travers les archives de Françoise Dolto, c'est-à-dire une sorte d'archivie, en quelque sorte, comme le disait Jérémie. Alors,
Maintenant, je voudrais aborder plus concrètement un coup d'éclairage sur le fonds Françoise Dolto. Tout d'abord, peut-être en le replaçant très brièvement, non pas dans la cartographie mondiale des archives de l'analyse, mais évidemment, il faut repartir du fait qu'on peut considérer, on le sait tous, que la psychanalyse, comme d'ailleurs une conférence d'Elisabeth Roudinesco, à partir de aussi une invitation de Jacques Derrida, l'avait rappelé ici même, conférence éditée, l'analyse, l'archive, au fond, la psychanalyse se fonde ou achève de se fonder avec la mort et le dépôt des archives de Freud, non pas à Vienne, mais comme vous le savez, par définition, en Angleterre. Donc par un transfert d'archives, qui était évidemment aussi un transfert de langue, et bien au-delà. Donc, évidemment, on peut dire que le fonds d'archives Freud est un peu une sorte de totem qui octorialise tellement les archives de l'analyse, de la fondation de la psychanalyse, qu'il est aujourd'hui plus délicat de comprendre comment justement se créent un peu partout des archives de psychanalyse dans une sorte de fondation. Alors bien sûr, les différentes écoles ont leur, si j'ose dire, dépôt de fondation. Les archives de Jacques Lacan n'existent pas en tant que fonds constitué, mais rassurez-vous, un jour, j'espère vivre assez vieux pour le voir, comme d'autres fonds d'archives, ils ressortiront des placards. Mais la Bibliothèque nationale a été, c'est juste pour poser très brièvement, un des récipiendaires assez précoces, puisque ça date de la fin des années 60, d'un fonds d'archives Marie Bonaparte, et depuis d'ailleurs a multiplié avec beaucoup de bonheur quelques belles acquisitions, quelques beaux dons, notamment très récemment, vous voyez justement, non pas un fonds en yeux Lacan, mais un manuscrit acheté en 2018, donc ça c'est évidemment l'autre façon de racheter le transfert, en quelque sorte, mais des dons plus généreux, et notamment, je tiens à signaler, celui du fonds Vladimir Granov, donné par Martine Bachrich, sa veuve, en cette même année 2018. En parallèle, l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, et je vous renvoie à un article d'André Derval qui en fait le point, avait fait de belles collectes dans les années 90, prenant le psychanalyse, vous voyez, au sens large du champ psychologique, puisqu'on voit dans cette liste pas beaucoup de praticiens, ma foi, mais Tony Lenné, par exemple, a des archives dans cet institut. Et les archives nationales, puisque nous arrivons donc à notre sujet, ont reçu, grâce à la générosité de la famille Dolto, donc en don en 2015, mais en fait, transfert en 2015, mais don et classement achevé en 2018-2019, donc 2018, grande année, au fond, pour les archives de l'analyse en France, ce fonds Françoise Dolto, et il est vrai que les archives nationales pourraient apparaître comme un lieu assez décalé ou peu approprié pour les archives de psychanalystes. En même temps, je note que les deux grandes sociétés ont leurs archives aux archives nationales, et notamment la SPP, alors pour le coup d'une toute autre tradition, n'est-ce pas, mais l'Association psychanalytique de France a fait le choix, il y a 10 ans, de déposer ses archives, et vous voyez 12 mètres linéaires, c'est assez important, aux archives nationales. Donc justement, où sont les archives, étant donné qu'il n'y a pas d'institut ou de lieu dédié en particulier aux archives de l'analyse, eh bien, au fond, il y a cette répartition qui est en construction. Alors, en fait, il n'y a pas d'institut, sauf qu'il y a eu des transferts, et le premier grand transfert qui concerne Françoise Dolto, au lendemain de son décès ou presque, c'est la création d'une association, Archives Françoise Dolto, dont vous voyez ici une capture d'écran, qui donc crée par sa fille, Catherine Dolto, et qui, vous le voyez, a déjà en quelque sorte extrait de son appartement et de son cabinet un certain nombre d'archives, et c'est au fond le travail extrêmement intense de cette association et de sa secrétaire, Colette Percheminier, pendant longtemps, qui a en quelque sorte reclassé une partie de ce fonds, et c'est sur cette base que le fonds a été ensuite transféré. Alors en fait, dire cela est insuffisant, parce qu'on ne pourrait pas comprendre
la vie posthume de Françoise Dolto sans son éditrice, Colline Faure-Poiré, donc l'éditrice d'un des livres d'ailleurs les plus célèbres posthumes de Françoise Dolto, Le Complexe d'Iomar, mais surtout dès 1992 chez Hatier, aujourd'hui le volume a été repris chez Gallimard, un volume de correspondance. Je crois que, à mon avis, ça doit être le record, c'est la record woman de Françoise Dolto, de la publication de correspondance entre le jour de la mort et le premier volume de correspondance. Là, en l'occurrence de jeunesse, 1913-1938, mais vous avez 4 ans. Je crois que François Truffaut lui-même n'a pas réussi à avoir cette... donc évidemment, faire paraître des correspondances si peu de temps après le décès suppose évidemment mettre les archives au cœur de l'œuvre et de la réception. Un deuxième volume est paru en 2003 sur une période qui concerne davantage, pour le coup, l'histoire de la psychanalyse, puisque le premier concernait surtout l'enfance et la formation de Françoise Dolto. Alors, évidemment, Jérémy l'a rappelé tout à l'heure, je ne serais pas ici si je n'avais pas rencontré ce fonds dans ce local de l'association des archives Françoise Dolto, rue Cujas, et c'était un semi-transfert, puisque en fait ce local servait non seulement pour les séminaires, à la fin de la vie de Françoise Dolto, mais était aussi l'ancien cabinet de Boris Dolto, massothérapeute, kinésithérapeute, et donc, si j'ose dire... un des fondateurs, pourrait-on dire, de cette pratique dans les années 30. Et donc, il y avait une sédimentation. D'ailleurs, on voit son portrait trôner au-dessus des archives de son épouse. Et c'est ce fonds d'une vingtaine de mètres qui a fait l'objet donc d'un transfert. Pardon de revenir de manière lancinante, un transfert, vous le voyez ici, un transfert, vous voyez la rue Cujas, pour ceux qui la reconnaissent, et puis aujourd'hui, le conditionnement tel qu'il est aux archives nationales. Alors vous voyez, ça a changé un petit peu, c'est un peu moins folklorique, mais bon, une grande partie des conditionnements ont été tout de même conservés. Voilà. Image du transfert, Catherine Dolto discutant avec Juliette Patron qui a classé le fonds, qui est conservatrice du patrimoine, et Béatrice Hérold, et le jour de la signature du don dans un bureau des archives nationales. Alors, je ne vais pas prendre la parole tellement plus de temps, je dois avoir encore peut-être 10 minutes, il me semble. Je voudrais simplement vous donner justement illustration à la fois de cet écart entre cette accumulation de traces, puisque vous l'avez vu sur la première diapositive, c'est cela, être psychanalyste, c'est noter le plus possible. Et en fait, en effet, il est frappant évidemment toujours de mesurer l'écart entre l'accumulation, telle qu'on peut la voir ici sur un bureau, et le tri, ou la sélection, ce que tous les archivistes évidemment, et c'est de cet écart entre, au fond, l'accumulation et le tri, qu'une partie, en quelque sorte, de la mémoire et de l'oubli s'articule, et surtout que le transfert devient possible. Voilà une image du bureau de Françoise Dolto, rue Saint-Jacques, dans son appartement, qui lui servait aussi de cabinet d'analyste, mais cette fois-ci plutôt pour les adultes, enfin pas que. L'accumulation, on a des images, j'en ne l'ai pas, mais elle est célèbre, puisqu'il y a une image de son divan rempli de livres et de dossiers, donc là, vous la retrouverez dans le volume de correspondance. Alors cette accumulation, en fait, elle est difficile à comprendre. Et dans ce livre, nous avons tenté, avec Colline Faure-Poiré et d'autres, notamment Jean-Pierre Winter, Muriel Giribi-Valentin, Manon Pignot, de rendre compte de cette intrication entre les archives intimes et les archives du travail. Alors, au passage, ces archives ont pour particularité d'être, comme je le dis à plusieurs reprises, légendées au sens propre du terme, au point même qu'une partie de l'histoire de ce fonds pourrait être une forme de légende de soi, d'auto-légende, mais cette pratique de légendage, c'est-à-dire de finalement donner des titres aux images et plus encore aux documents, vous allez la voir, elle s'inspire très clairement pour le coup, de sa fameuse mère dysfonctionnelle qui offre à sa fille son album de jeunesse à gauche pour qu'elle le poursuive. Et d'ailleurs, Suzanne Marette a offert des albums mémoriaux à tous ses enfants.
Et vous voyez, je n'ai pas le temps de lire, Henri, c'est le père, Henri Marette, le père de Françoise, c'est une sorte de tradition familiale qu'on retrouve dans de nombreuses configurations. Quand je parle de légende d'archives, c'est que Françoise Dolto ne s'est pas contentée parfois de classer ses archives, mais aussi de les légender au dos, surtout quand il s'agit de clichés anonymes, enfin anonymes en tout cas, peu parlant comme celui-ci, puisqu'il s'agit de l'intérieur précisément de l'appartement de ses parents. Et vous voyez de sa main au crayon à papier, au fond, un commentaire qui est déjà une écriture. Donc ces légendes multiples sont, vous les voyez là encore sur les photos de sa propre chambre, sont clairement cette façon de noter, d'enregistrer, sinon de commenter, ou en tout cas d'analyser les traces et les images, s'inscrit dans la plus haute enfance et l'adolescence. Et puis, on le sait, puisque ça a donné lieu dès 1992 à une édition dans la correspondance, c'est pas pour rien que les lettres de Françoise Dolto commencent en 1913 à l'âge de 5 ans, c'est qu'elle a conservé ses exercices d'écriture petite fille et les lettres qu'elle envoyait à sa famille. Donc en effet, c'est une abondance de traces, y compris de journaux intimes qui ne sont pas très nombreux, même si on en a quelques traces ici en 1925, mais surtout d'agendas en tout genre, de notes, carnets de comptes, de livres, de comptes de lecture, vous voyez ici des lectures en 1934, et bien sûr des agendas qui font la richesse du fond, et notamment ce livre de bord de 1934 qui, on le voit à l'écriture serrée, est contemporain du début de son analyse le 6 février 1934. Alors malheureusement, le caractère éditable de ce genre de traces est complexe puisque c'est très télégraphique, c'est semi-rédigé, donc il y a là matière à déception parfois pour l'éditeur, mais pour le chercheur, le simple chercheur qui peut aller aux archives nationales et ouvrir des cartons, eh bien il y a là matière tout simplement à consultation. Alors effectivement, il y a des objets symboliques aussi, et notamment, c'est assez beau, ces exemplaires dédicacés à ses parents qu'elle a récupérés après de sa propre thèse, ou encore cette dédicace de Marie Bonaparte, des filiations, et encore mieux, des archives immatérielles, puisque sur son bureau, ses enfants le savent, il y avait toujours eu cette photo, en apparence vide, mais qui est, vous savez, le lieu mythique en Grèce où Oedipe est censé à Colonne, donc avoir rencontré son père. Donc c'est l'archive absolue, tout en étant vide, ce qui n'est pas toujours le cas, vous le voyez, des derniers agendas de Françoise Dolto. Alors, avant de terminer, juste un aperçu, puisque nous sommes là pour parler analyse, et ça sera matière à transition avec le propos d'Eva-Marie Golder, les dossiers de travail. Alors d'abord, ils sont thématiques. Alors je précise que là, ce n'est pas son écriture, c'est celle de sa première archiviste, en quelque sorte, Percheminier. Et elle s'appelle effectivement Percheminier. Ce n'est pas une blague. Hein. Percheminier, c'est parchemin. Hein. Enfin, bon, c'est bon. Bah oui, c'est pergamène, quoi. Hein. C'est comme ça. Hein. On est à la BN, il faut en profiter quand même. Et donc, alors c'est bien souvent de la documentation, avec une série de couches de légendes, dont certaines remontent à Françoise Dolto elle-même, avec beaucoup d'échanges, y compris dans le réseau, vous voyez. Donc c'est pour ça que c'est des archives aussi qui témoignent de la formation d'un réseau, mais aussi des archives absentes. Évidemment, régulièrement, on nous demande où est le dossier du cas Nobinic. Rassurons-nous, il n'y a pas de dossier cas Nobinic, ce n'est pas pour autant une fiction, mais évidemment que Françoise Dolto a détruit une grande partie des archives de son travail pour des raisons justement évidentes liées au transfert. Cette fois-ci, les archives du transfert et non plus les transferts d'archives qui m'occupent depuis tout à l'heure. Alors ces archives du transfert, toutefois, elles subsistent. Vous l'avez vu tout à l'heure. En partie, il s'agit des dossiers de l'hôpital Trousseau, puisqu'il s'agissait de consultations gratuites, et aux dossiers qui ont été conservés à titre expérimental, avec des mentions éventuelles de publication. Vous voyez, psychopathe, psychopathie, ou ici encore régression psychotique. Donc une sorte d'encyclopédie de symptômes potentiels, et ces dossiers sont effectivement la marque de l'œuvre principale de Françoise Dolto, c'est-à-dire noter, analyser, comprendre et guérir,
puisqu'après tout, c'est quand même, ou en tout cas colmater les failles et les lézardes. Alors ces dossiers contiennent tout, c'est-à-dire non seulement les notes de Françoise Dolto, datées, en écoute, mais également, bien entendu, des matériaux biographiques, des préconisations cliniques, y compris, vous voyez, des échanges avec les enfants, et bien entendu, des dessins d'enfants datés, non pas forcément analysés, mais disons transcrits, puisque là on voit viande, assiette, on voit bien que c'est Françoise Dolto qui a évidemment elle-même légendé le dessin dans l'échange avec l'enfant, et bien entendu des correspondances avec soit des collègues de l'assistance publique notamment, puisqu'il s'agit beaucoup d'enfants liés à l'assistance publique, et soit avec les parents qui sont très présents dans les fiches analytiques, même si évidemment la consultation de ce type de document paraît délicat, puisque par définition il s'agit d'enfants, donc pour l'instant ils sont a priori tous plus ou moins vivants, susceptibles de l'être, les plus anciens étant nés, disons, à la fin des années 20, donc ce qui, vous voyez, n'est pas très... ce qui fait des gens encore tout à fait vivants ou possiblement vivants. Alors, on trouve également, je l'ai dit, les archives de la transmission, sinon du transfert des compétences et de l'art de l'écoute, avec notamment des notes d'assistants, puisque une des façons de transmettre, c'est cette façon de regarder Françoise Dolto faire avec les enfants. Donc la Madame D, c'est évidemment Françoise Dolto elle-même. Donc on a également des traces très importantes à travers les séminaires de la transmission, et y compris sous forme d'archives audiovisuelles, qui restent encore d'ailleurs en partie à collecter, chère Catherine, et surtout à numériser, puisqu'elles sont sur des bandes qui vont bientôt forcément disparaître par la démagnétisation. Et puis pour terminer, je voudrais mentionner le goût pour l'accumulation et pour la notation qui fait véritablement des archives de Françoise Dolto des archives collectives et des archives du transfert multiple et dans tous les sens du terme. C'est justement ce transfert si critiqué qui a pu se produire, transfert collectif, anonyme, à travers l'émission Lorsque l'enfant parle. Vous voyez devant vous ce que ça représente comme masse. Il s'agit tout simplement, avec l'aide de sa fille qui l'assistait sur cette émission, animée par Jacques Pradel, de tous les courriers reçus avant, pendant et après les émissions, semaine par semaine, analysés à gauche là, de la main de Catherine Dolto, avec des mentions de Françoise Dolto. Et vous voyez, ce sont les lettres originales, avec des commentaires, toujours pareils, des légendes, parfois très lapidaires, mais décisives, dans laquelle se niche en 3 lignes un mot-clé, une analyse, à partir d'un cas, puisque chacune de ces lettres sont parfois extrêmement longues. Parfois, en fait, ça fait 5-6 pages, 10 pages. C'est un récit de vie entier, ou en tout cas un récit de famille. On y voit, évidemment, ça frôle la confession, et surtout, c'est devenu un véritable bureau de réponse, puisqu'il faut savoir qu'à chacune de ces lettres, non seulement Françoise Dolto répondait 10 minutes par jour dans l'émission, mais répondait également à chacune des lettres, soit en disant, par une lettre circulaire, votre cas, c'est pas tout à fait l'expression, ce que vous soulevez sera évoqué dans l'émission du temps, soit en conseillant avec des lettres types un certain nombre de prodiguant quelques conseils, soit surtout en entretenant un véritable réseau à travers la France, puisque les lettres étaient nationales, et ça justifie ne serait-ce que ce fonds, qu'elles soient aux archives nationales, soit conseiller, un analyste, un conseiller. Donc c'est un fonds exceptionnel que ce fonds de l'émission Lorsque l'enfant paraît, et je crois qu'il y aura bien du mal à en trouver des exemples dans d'autres archives psychanalytiques. On en trouvera bien sûr plutôt dans des archives radiophoniques comme les archives de Ménie-Grégoire, mais là évidemment c'est pas Ménie-Grégoire, c'est Françoise Dolto qui analyse tout en écoutant. Pour finir et remonter peut-être à la racine de ce goût pour noter et annoter, non seulement le journal de naissance de Carlos, mais aussi la manière dont elle a effectivement eu un rapport extrêmement expérimental à toutes les traces de ses enfants, de ses fils,
de sa fille, en les classant magnifiquement, vous voyez, comme de véritables œuvres gravées, comme des estampes, en utilisant justement ce matériau, non pas pour auto-analyser ses enfants, je crois qu'on ne peut absolument pas parler de ça, mais plutôt pour, au quotidien, en faire la matrice, l'étalon de tout son travail, et toujours cette façon, non pas d'analyser, mais de légender, de transmettre, de transcrire. Ici, justement, un dessin de Catherine Dolto, donc une œuvre à part entière, le jour de Dien Bien Phu, enfin de la défaite de Dien Bien Phu, donc vous voyez, enfin là, il n'y a que la moitié du dessin, et à côté, je dirais, une note de mise en contexte du dessin, mais qui n'est pas, qui est en fait qui complète le document, mais qui n'est pas, qui ne dit pas ce qu'est le sens du dessin, qui donne tout le comportement de sa fille ce jour-là, en essayant de traquer les notes, les traces, toujours, et justement ces débordements de l'imaginaire et de l'existence. Au fond, ce sera ma dernière image, je vous rassure, ce qui nous avait le plus frappé, évidemment on ne peut pas en faire grand-chose, mais c'est une sorte de fond à l'intérieur du fond, c'est une sorte de petite curiosité, c'est d'avoir retrouvé une liasse en tout cas, de ces gribouillis dont Marguerite Yourcenar avait fait un petit livre charmant, ces gribouillis téléphoniques, ces fameux qu'on a tous fait quand il y avait encore des téléphones fixes, puisque pour faire ça, il faut, si j'ose dire, être à l'écoute, mais à l'écoute d'un correspondant et être immobilisé par lui, ce que cette chose-là permet de ne plus faire, et une sorte d'accumulation, parfois datée, la plupart du temps non, à la recherche justement des obsessions et de l'imaginaire pour essayer justement de les traquer et de les comprendre. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie, Yann Potin, pour ce panorama archivistique complet qui ne manquera pas de susciter des questions du public lors de la discussion qui aura lieu après les deux conférences. Je présente maintenant Eva-Marie Golder. Eva-Marie Golder, vous êtes psychanalyste, docteur en psychologie, vous exercez en cabinet libéral et en CMPP à Paris. Élève de Françoise Dolto et de Marcel Czermak, vous avez écrit plusieurs articles sur la psychanalyse des enfants et la clinique infantile. Vous avez publié 2 ouvrages consacrés à la conceptualisation de la clinique infantile à la lumière de Dolto, Au seuil de la clinique infantile et Au seuil du texte, le sujet, chez RS. Et vous avez participé aux publications de l'association Lire Dolto aujourd'hui, sous la direction de Claude Chauder. Votre dernier livre est paru chez les éditions Ray en 2021 et s'intitule « Un temps pour apprendre et un temps pour apprendre, un espace pour penser ». Le titre de votre communication de ce soir reprend la remarque de Lacan à Dolto après son intervention sur la sexualité féminine en 1960. « Pour parler comme tu le fais, tu es culotté ». Merci. Est-ce qu'on m'entend ? Merci de m'avoir invité, de me permettre de faire le tour du travail que Françoise Dolto m'a amené à faire avec mes petits patients, avec la théorie et avec un chemin qu'on fait sur les décennies de notre vie. Si j'ai pris cette phrase, c'est pas tant pour vous parler de cette question qu'il avait fait dire à Lacan, c'est-à-dire la sexualité féminine, mais pour planter la façon dont elle nous transmettait sa façon de concevoir la clinique, de concevoir la théorie. Donc moi, j'ai eu la chance de travailler avec elle à la fois en séminaire de supervision et puis aussi rue Cujas dans la présentation d'enfants qu'elle faisait vers la fin de sa vie. Pour moi, c'est à ce niveau-là, dans le travail avec l'enfant, que se situe le culot le plus extraordinaire et dont je cherche à vous témoigner. Ce qui est frappant chez Françoise Dolto, c'est à la fois, je dirais,
un rapport à la théorie freudienne extrêmement rigoureux, mais en même temps une liberté peut-être aussi liée au fait que, certes, Freud a élaboré la question du narcissisme, de l'évolution de l'enfant, etc. Freud a fait un compte-rendu de l'analyse du petit Hans en 1905, je crois. Mais pour autant, elle se situe plus dans cette mouvance d'élaboration de la clinique infantile initiée par les successeurs de Freud, à savoir Anna Freud et Melanie Klein. Ces deux sont en quelque sorte à la base des travaux sur le travail avec les enfants, et les deux ne pouvaient pas se supporter et travailler de manière extrêmement différente. Anna Freud, elle, était plus axée sur une question éducative. Pour elle, la question du transfert avec l'enfant était extrêmement controversée, et elle était davantage engagée dans une forme d'éducation de l'enfant plutôt que de la psychothérapie et de la psychanalyse. Ce n'est pas le cas de Melanie Klein, qui a effectivement élaboré sa théorie sur le monde fantasmatique du nourrisson, ce qui est aussi extrêmement culotté, parce que personne ne peut vérifier ce qui se passe dans la tête d'un nourrisson. Et pourtant, dans les retombées du comportement de l'enfant, dans les retombées, je dirais, de l'archaïque dans le comportement de l'homme adulte, ce qu'elle développe est toujours juste. Mais Melanie Klein ne s'occupait pas de bébés. C'est un peu Winnicott, mais pas tant que ça. Lui, c'était plutôt en tant que pédiatre qu'il recevait les enfants, qu'il les observait, qu'il entrait en lien avec eux. Il a fait des textes magnifiques à ce sujet. Celle qui a inventé le travail avec les bébés, c'est Françoise Dolto. C'est elle qui pensait qu'il était possible de parler avec un enfant qui lui-même ne parle pas. Et là, il faut peut-être retourner un peu à la base de la question du sujet. Dolto est clairement freudienne, même si dans ses textes, on sent bien le travail qu'elle a fait avec Lacan. Il y a une sorte de coloration. Mais quand elle parle du symbolique, c'est beaucoup plus proche de ce que Freud a développé sur la question de la représentation que du symbolique lacanien. C'est extrêmement différent. Elle partait aussi de l'idée qu'il y avait du sujet déjà là. Et à cet endroit-là, elle se sépare radicalement de Lacan, qui dit qu'au départ, il n'y a pas de sujet. C'est parce que l'autre, qu'il écrit avec un grand A, répond au cri du bébé, à cet appel-là, que cet autre, dans sa réponse, reconnaît comme appel qu'il y a du langage possible, qu'il y a de la subjectivité possible. Donc c'est extrêmement différent, et je pense que ce n'est pas sans rapport avec sa relation avec la religion. Ce sujet déjà là me semble faire appel à cette forme, je dirais, d'incarnation du Verbe dont il est question dans les évangiles qu'elle a aussi commentés. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que parfois, ces formulations de commentaires sur les cas peuvent être un peu obscures. C'est la même chose pour la lecture de son livre « L'image inconsciente du corps ». C'est extrêmement dense, il faut le lire plusieurs fois, et parfois ça reste un peu obscur. Et je l'ai notamment remarqué
par le fait que j'ai eu à revoir la question de la traduction de ce livre en allemand, et parfois la traductrice trébuchait littéralement sur les formulations et les traduisait de travers. En tout cas, elle se fondait sur la théorie freudienne quant à la sexualité de l'enfant, et je dirais qu'aujourd'hui, ce serait intéressant de l'entendre parler lorsque, brusquement, il est fait une confusion entre biologie et grammaire, entre le sexe et le genre. Ce livre de l'image inconsciente du corps est pour moi le livre princeps. Vous disiez que c'était le cas Dominique, mais je pense que vraiment le fond théorique est dans ce livre-là, et puis peut-être aussi au jeu du désir, les dés sont pipés, parce qu'elle témoigne dans ce livre je dirais, sa position aussi phénoménologique. Le corps, comme dirait Merleau-Ponty, comme lisant et écrivant l'expérience du monde. Elle développe dans ce livre sur l'image inconsciente du corps les différentes étapes que l'enfant parcourt. Stade oral, tété, etc. Stade anal, développement de l'agressivité, après l'expérience du miroir. On n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui. Et stade génital, à l'orée, de l'Oedipe, allant devenant quelque chose qui se développe jusqu'à l'adolescence, puis l'âge adulte. Pour moi, qui suis de formation lacanienne, j'ai toujours eu besoin de croiser les deux approches pour me faire une idée qui sera la mienne et pour avoir, je dirais, cette théorie implicite qui est nécessaire pour tout travail d'analyse. Je vais vous donner un exemple pour illustrer comment elle travaillait. C'est un exemple datant de la rue Cujas, où elle recevait un dénommé Pierre, qui avait 18 mois, qui était très très abîmé par la violence parentale. Les deux parents étaient en prison et Pierre était hémiplégique. Le scanner de son cerveau montrait une moitié noire. On voyait cet enfant régulièrement, tous les 15 jours. Et donc, nous, c'était les gens qui assistions en cercle autour de Françoise Dolto qui recevait l'enfant. Et il nous était dit, vous intervenez quand l'enfant vous interpelle. Parce qu'à ce moment-là, c'est lui qui a fait un choix transférentiel d'entrer en relation avec vous. Ce petit Pierre négligeait sa main abîmée qui pendait mollement le long de son corps, et Françoise Dolto travaillait avec lui sur les genoux de sa maternante, venant de la pouponnière d'Antony. Un jour, non seulement il négligeait cette main, comme il faisait d'habitude, mais il l'agressait. Et là, je la vois encore prendre cette main, ce bras, poser la main sur la table et lui dire « Tu ne dois pas agresser ta main. Elle fait partie de toi. Tu dois pouvoir l'aimer aussi. » Et elle lui reparle de l'expérience de violence qu'il avait subie. L'enfant fond en larmes, sanglote et ne s'arrête plus. Alors nous, on était là
à vouloir nous lever pour intervenir, tellement c'était insupportable. Et là, d'un regard courroucé, elle nous fait stopper. Et elle attend, silencieuse, que l'enfant s'apaise. Sur ce, elle arrête la séance. Alors évidemment, on lui a foncé dessus, on lui a dit « c'est quoi ?» Et elle nous dit « mais c'est comme ça que cet enfant a pu s'approprier sa subjectivité. » Ça paraît un peu miraculeux, mais le fait est que les semaines et mois après, il a récupéré sa main et le scanner a montré qu'effectivement, il y avait de la récupération possible même au niveau du cerveau. C'est là qu'elle était culottée. C'est qu'elle osait supporter cette douleur exprimée par l'enfant. En effet, pour cet enfant, ce qu'elle appelle la sécurité de base qu'elle développe dans l'image inconsciente du corps a été détruit par la violence parentale et le refus de jouer à la maman, de consoler cet enfant, pauvre chou, voilà ce qui t'est arrivé, mais de dire « tu as compris pourquoi je te parle comme je te parle », c'est-à-dire non seulement tu peux compter sur moi, mais tu dois aussi compter avec moi, c'est-à-dire j'ai une exigence. Et c'est là qu'elle était magnifique. Parce que cette présence, ce n'était pas cause toujours, je suis sur Instagram, c'est une présence soutenante, active et patiente, et intense, évidemment. C'est une façon de reconnaître ce qu'elle appelle ce sujet déjà là, et qui a été profondément atteint par la violence parentale, laissant, je dirais, à ciel ouvert, un surmoi archaïque qui réduisait cet enfant au silence. Donc, le silence de Dolto, articulé à cette présence intense, avait restitué la reconnaissance de sa subjectivité. On est loin du discours victimaire aujourd'hui. Dolto n'était jamais là-dedans. Nous devons être conscients de la fragilité de la construction subjective à un âge où l'expression n'est pas encore verbale. Et bien des praticiens, y compris des psychanalystes chevronnés, ne s'attellent pas au travail avec les enfants. Et un contemporain de Dolto, qui s'est aussi occupé des enfants, a, je dirais, ouvert une autre voie. Elle est intéressante et c'est Marie-Rose Moreau qui, dans un exposé à France Culture, m'a rendue attentive au fait que, en effet, ce sont deux voies qui, à un moment donné, se sont séparées. Françoise Dolto qui dit « on peut parler à un enfant comprend et répond ». Évidemment, il ne répond pas avec des mots, il répond avec les yeux, il répond avec le comportement, il répond avec son être, comme elle dirait, parlant des bébés. Alors qu'un contemporain à elle, Serge Lebovici, qui fait partie de l'école des interactionnistes, lui disait « non, l'enfant ne comprend pas le contenu de ce qu'on lui dit, mais il devine l'intention. Et par la répétition de ces patterns comportementaux, il finit par construire une représentation. Ce qui reste, je dirais, incompréhensible dans ce processus, c'est effectivement la question de savoir comment il passe du comportement à la représentation. Parce que ce sont deux choses hétérogènes. Se comporter, c'est agir. Et parler, c'est passer à une dimension symbolique totalement hétérogène au comportement. Et cela explique pourquoi les interactionnistes ne s'occupaient pas directement du bébé,
Mais observer les bébés, très bien. Mais ensuite donner des conseils aux familles qui, eux, les appliquaient. Alors que pour Françoise Dolto, ce rapport est direct et elle travaillait en direct avec le bébé. Je le fais de même, puisque une fois qu'on a compris comment ce passage se fait, parce que nous, on est en quelque sorte médiateur de cette possibilité de s'approprier la parole, le travail ne peut plus s'envisager autrement. Ce que Dolto défendait, c'est la question de la plasticité de la structure psychique. Là, par la violence, effectivement, Pierre avait perdu ce rapport à l'autre qu'elle devait reconstruire avec lui. Et là, je dirais, je soulignerai un tout petit désaccord avec vous, puisque vous parliez de colmater les lézardes. Jamais. Elle ne colmatait jamais. Mais elle travaillait avec les lézardes. Elle travaillait avec ceux qui, du sujet, malgré les lézardes, s'exprimaient. Et justement, quand nous, on voulait se ruer sur cet enfant pour le prendre dans les bras, là, on voulait colmater. Et elle nous interdisait. Elle disait, ça, c'est pas de l'analyse, ça, c'est, comme dirait Marcel Tchermak, ça, c'est faire la bonne sœur. Son intention, c'était de permettre, dès le plus jeune âge, à un sujet de devenir un sujet citoyen. C'est ça qui a présidé à la création de la Maison Verte. Et je me souviens encore, c'était déjà après sa mort, la DAS voulait récupérer les dossiers de la Maison Verte, c'est-à-dire il fallait faire en quelque sorte les renseignements généraux de la santé pour la DAS. Et ils se sont battus comme des beaux diables pour que, effectivement, l'anonymat dans ce lieu unique qui accueille des enfants de 0 à 3 ans, avec ou la famille ou les maternantes, et qui est un lieu qui permet aux enfants de se découvrir entre eux, mais aux adultes qui restent, c'est pas une garderie, qui restent, d'échanger avec d'autres, d'échanger avec les analystes présents, si tant est qu'ils en ont le désir. Il faut souligner la grande différence d'avec les propositions actuelles sur les maisons liées au rapport des 1000 jours, qui sont beaucoup plus proches du projet de Sarkozy, qui a fait quand même un soulèvement assez brouillant et justifié pour se battre contre ce contrôle des enfants petits afin de détecter, si possible, les troubles dès le berceau. Quelle est cette subjectivité? Peut-être que j'ai un tout petit peu le temps de le développer. À cet endroit-là, donc, elle est tout à fait en désaccord avec Lacan, puisque pour lui, au départ, il n'y a pas de sujet. C'est la réponse de l'autre qui fait que l'enfant se reconnaît comme étant entendu. Et donc, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est effectivement que l'enfant, selon Lacan, est assujetti au langage. Et que ce n'est que progressivement, à travers des longs mois et années de développement, que petit à petit seulement, il a accès à l'expression de la demande, à l'expression de son désir et à tous les pièges qui sont liés à la reconnaissance de son image dans le miroir. Le temps manque pour développer ça, mais
c'est un point que Dolto a aussi traité avec énormément de subtilité. Lisez l'image inconsciente du corps, c'est effectivement passionnant. Pour Dolto, ce sujet déjà là a permis quelque chose d'assez unique, à savoir que puisqu'il y a du sujet déjà là, je peux m'adresser à cet enfant en étant sûr qu'il comprend. Ce qui veut dire que, vrai ou pas vrai, cette hypothèse permet effectivement cette reconnaissance de l'interlocuteur à part entière. Je dirais que c'est à cet endroit-là que certainement Lacan a eu cette formule qu'on lui prête « tu fais ce que je dis ». Parce qu'en effet, que ce soit le langage qui se saisisse de l'enfant immédiatement par la nomination à la naissance, ou qu'on parte de l'idée d'un sujet déjà là, je dirais peu importe, puisque ça permet cette possibilité de l'interlocution avec un nourrisson. Ce qui pour elle était lié à ce sujet déjà là, c'est ce mouvement d'allant-devenant, à savoir une curiosité, un désir d'avancer qui parfois aujourd'hui souffre de l'assistance que lui donne, vous me pardonnerez peut-être un côté un peu polémique de l'éducation positive, qui a un tout petit peu trop tendance à vouloir faire à la place de l'enfant et donc à faire malencontreusement, bien trop, office de suppléance à un corps immature. Souvent, les enfants, aujourd'hui, me sont amenés comme des nourrissons attardés, mais parlant très très bien. On appelle ça les précoces. Moi, je crois que c'est des enfants surtout assez malheureux parce que ils se trimballent avec un corps immature et alors ça parle. Mais est-ce que ça pense ? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que jusqu'à l'âge avancé, 4, 5, 6 ans, dans les sacs des mamans, il y a la tétine et le doudou. Au cas où. Hein, comme ça, s'il fait un souk pendant la séance, j'ouvre le sac et puis hop, et je le bouchonne. Quand les enfants viennent bouchonner, je leur demande de me donner la tétine, parce qu'il ne vient pas pour téter, il vient pour parler. Et donc, je mets tétine et doudou à côté de moi, et en général, l'enfant, il donne sans problème. Alors parfois, quand je dis des choses désagréables, qu'ils ne veulent pas entendre, ils commencent à faire du souk pendant la séance. Alors les parents, hop, ils se précipitent sur la tétine, parce qu'il y a toujours une en échange dans le sac, et hop, on ferme. Et je dis non, laissez faire. Laissez-le dire, parce que finalement cette éducation positive, c'est pour faire taire. La pensée, elle se construit sur l'obstacle, c'est-à-dire l'obstacle, c'est moi qui devine pas bien, c'est moi qui suis pas d'accord, c'est moi qui, au bout de 3 mois, n'ai plus envie de donner encore un souper à minuit, 2 heures du matin, à un nourrisson qui dort bien sûr à côté du lit parental, qu'au dodo oblige. En général, les parents viennent vers 1-2 ans, complètement essorés, parce que l'enfant a bien compris. Les parents, ils sont là la nuit, ils ne bougent pas trop, et ils sont un peu moins au téléphone. Mais il y a un problème, c'est qu'ils dorment. Et donc, cette respiration ralentie, c'est angoissant, puisque ce n'est plus la respiration de la présence à l'autre. Et donc, toutes ces précautions absolument louables, mais piégeantes, font que ces enfants-là sont en grande difficulté, et parfois les écoles maternelles ne sont pas
très aidante au sens que maintenant, les doudous sont dans ces corbeilles dégoûtantes où on plonge la main dedans, c'est tout mouillé, et on ressort le doudou au cas où l'enfant fait une crise à l'école. C'est dommage. Peut-être qu'effectivement, il faudrait suivre le conseil de Françoise Dolto et appeler ces écoles paternelles. Malheureusement, cette éducation qui prévient tout, prévient le geste allant devenant. Alors que l'enfant donne très vite des signaux d'autonomie, repoussant la cuillère qu'on lui donne. Mais donnez-lui la cuillère, il va la prendre. Il y en aura partout. Et alors? Ou l'enfant plus tard, à 7 ans, CP, qui se fait habiller par papa-maman parce que sinon, il ne s'habille pas, mais qu'il aille donc à l'école en pyjama. Il le fera une fois, pas deux. Donc, tout cela, c'est vrai que parfois elle me manque. J'aimerais bien avoir ces commentaires aujourd'hui. Et je pense qu'elle serait assez musclée. Sur France Inter, c'était l'époque où moi j'avais les enfants jeunes, je l'écoutais religieusement. Et je pense que de temps en temps, par identification aux explications qu'elle donnait, les parents pensaient qu'ils devaient en donner autant aux enfants. Ça a fait ce qu'on voit aujourd'hui aussi avec l'éducation positive, ces explications à rallonge, et les parents qui me disent « mais je lui ai tout dit, pourquoi il ne fait pas comme je lui ai dit ?» Eh bien parce qu'il fait son travail d'enfant. Alors il y a un point qui est particulier et sur lequel on n'était pas d'accord, elle et moi. C'est la question de la psychose. J'ai relu pour ce soir le cas Dominique, qui est passionnant, il faut vraiment le travailler à fond, mais elle partait de l'hypothèse que la psychose pouvait se guérir. Donc, que de la psychose, on pouvait retourner à une structure névrotique. Je ne le pense pas. Quand elle dit qu'effectivement, vers la fin des séances, Dominique tenait des discours cohérents, nous savons tous, pour avoir travaillé avec des enfants psychotiques, qu'il y a des moments, je dirais, d'éclaircie, où effectivement, il y a des échanges que j'appellerais pseudo-névrotiques. Donc, les discussions étaient intéressantes à ce sujet-là, mais elles partaient, je dirais, d'un positionnement médical, c'est-à-dire il y a l'état de santé et il y a l'état de maladie. Et donc, l'état de santé, c'était en quelque sorte un statut de normalité, et puis il y avait psychose, névrose, perversion. Malheureusement, je dirais que si nous ne sommes pas psychotiques ou pervers, on est tous névrosés. Et on n'en sortira pas, puisqu'on n'a pas le choix. C'est comme ça. Mais cette écriture du cas Dominique est tellement tout en finesse qu'il faut la travailler et qu'il faut la lire en parallèle avec le cas Richard de Mélanie Klein. Alors ça vous fait en tout 750 pages, mais bon, ça vaut la peine. Il y en a 250 pour Françoise Dolto et 700 pour Mélanie Klein. Mais on voit comment ces pionnières ont inventé un travail possible avec la psychose, avec la phobie. Et Françoise Dolto nous disait, ne vous précipitez pas trop vite dans l'interprétation diagnostique. Parce que parfois, la phobie est un état passager de la découverte de l'autonomie de l'objet, de la sortie de cet univers protégé de la petite enfance, la peur du noir, etc. Et parfois, ça masque une psychose. Laissez-vous le temps.
ce qui était intéressant dans la comparaison entre Mélanie Klein, le cas Richard, et Françoise Dolto, le cas Dominique, c'est que Klein, elle savait. Et donc, elle assénait son savoir à l'enfant. C'était sa façon d'instituer immédiatement une relation très forte. Alors que Françoise Dolto ne savait pas et le disait. Début du cas Dominique. Dominique, voilà, moi, je ne suis pas comme tout le monde. Quelquefois, en m'éveillant, je pense que j'ai subi une histoire vraie. Dolto, qui t'a rendu pas vrai. Dominique, mais c'est ça. Mais comment est-ce que vous savez ça? Dolto, je ne le sais pas, je le pense en te voyant. Il n'y a pas plus belle illustration de ce que c'est que le transfert. Ce que l'enfant nous envoie, nous le métabolisons pour le lui rendre, mais nous ne savons pas. Alors, je vais sauter beaucoup de choses parce que je vois que le temps passe. On peut dire que Dominique était guéri au sens qu'il était sorti de son enfermement délirant. Pour autant, il restait psychotique. Mais, vous savez, parfois, vous êtes en interlocution avec des gens et vous ne vous rendez pas compte qu'ils sont psychotiques. Ce n'est pas un défaut. On va peut-être en rester là. Merci. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.